Bonjour à tous, bonjour Bonjour. à toutes et à tous. Bienvenue Bonjour. à notre webinaire. On attend quelques participants que prennent le temps de se connecter. On se donne une petite minute pour aller chercher un café, vous mettre à l'aise pour passer cette petite heure ensemble. Voilà. Toutes, il est 11h02, on va démarrer tout doucement notre webinaire. Je me présente, je suis Émilienne Grenier en compagnie de Christelle Gilliot et Agnès Michelot. Et nous avons l'honneur de vous présenter ce matin ce webinaire sur la transparence salariale avec deux axes, la présentation des résultats de notre enquête qui a été menée au premier trimestre sur le sujet et un échange sur les bonnes pratiques en matière de transparence salariale et d'équité salariale. Je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table entre moi-même, Christelle et Agnès avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je peux commencer à me présenter. Donc, Émilienne Grenier, je représente la société Fairway, que j'aurai l'occasion de présenter un peu plus loin. On est sur Fairway, c'est un outil qui donne accès à des données de salaire du marché, un outil aussi pour piloter sa masse salariale. Et j'ai la qualité de responsable CNB, sachant que Fairway appartient à la société Sparte, qui est un cabinet de conseil en RH. Voilà. Alors donc Christelle Gilliot, donc je suis en fait moi donc une experte en rémunération et avantages sociaux. J'ai travaillé dans différents groupes, que ce soit du retail à l'industrie, et je suis actuellement en transition. Je suis par ailleurs donc vice-présidente du club Horace, qui dépend du groupe RH&M, dans lequel donc j'interviens régulièrement, soit lors d'ateliers ou de conventions, qui réunit donc toute la sphère des Compenben et de façon plus élargie des directeurs des ressources humaines. Donc bonjour, Agnès Michelot, donc associée de MCR Group, qui est partenaire de Sparks. Donc merci pour ton invitation, Emilienne. Donc MCR Group s'articule autour de trois activités. L'activité Sales and Leadership qui accompagne et développe les forces de vente et les managers. L'activité CNB qui accompagne et développe la fonction CNB des entreprises. Et puis MCR Consultant, société dans laquelle j'ai le plaisir de travailler, est experte en adéquation, adaptation des stratégies de rémunération à la stratégie des entreprises. Voilà, en travaillant sur les packages et leur cohérence des différentes populations. Voilà. Super, merci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, le premier sujet qu'on voudrait partager aujourd'hui, c'est un peu l'objet du webinaire, enfin ce qui a déclenché et l'enquête et le fait de s'intéresser au sujet de la transparence salariale aujourd'hui, c'est l'actualité juridique sur le sujet. En effet, vous n'êtes pas passé à côté, évidemment, la nouvelle directive qui date de 2023, de mai 2023 précisément, et puis il y a eu différentes étapes après dans le courant de l'année, européenne, directive européenne, qui pose le cadre de la transparence salariale et qui impose à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne de transposer cette directive en droit national. Donc la France et tous les autres pays ont jusqu'à 2027
pour transposer, enfin 2026 pour une application 2027, transposer cette directive européenne en droit national. Quoi qu'il en soit, si on analyse un peu cette directive européenne, donc ça parle de transparence salariale, mais ce qu'on retient, c'est que la transparence salariale, c'est un moyen donné demain aux entreprises et aux salariés pour arriver à davantage d'équité salariale entre les femmes et les hommes, mais équité salariale au sens large dans l'entreprise, à poste comparable. Donc il existe déjà des lois en la matière, mais c'est vrai que cette notion de transparence salariale apporte à la fois des droits pour les salariés et des obligations, des devoirs pour les entreprises en vue de résorber les écarts salariaux qui resteraient entre les femmes et les hommes à poste comparable. Donc il y a quelques points clés à retenir. Donc ce sont des objectifs qui sont fixés aux employeurs et aux salariés. Quand on parle de salaire, alors selon les pays, mais le mot salaire, finalement, c'est la rémunération au sens large. On prend tout le package de rémunération en considération et des mesures pratiques qui seront à venir développées en droit français. Dans les mesures pratiques, on attend, alors c'est pas encore trop avancé. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont pas tellement sur le sujet au niveau parlementaire, mais ça va venir. On attend à la fois des applications claires, quelles règles pour quel type d'entreprise, quel périmètre, et éventuellement des sanctions en cas de non-respect de ces règles-là, ce dont ne parle pas la directive aujourd'hui. Donc, quand on parle de droits pour les salariés, donc c'est vraiment nouveau ce que la directive crée en la matière. On a retenu principalement 2 nouveaux droits pour les salariés. Le premier est d'avoir accès à de l'information concernant les fourchettes de rémunération pour un poste donné. Donc, que ce soit un candidat à l'embauche ou un salarié en entreprise, il va pouvoir avoir accès sur demande aux fourchettes de salaire ou au positionnement de son salaire par rapport au salaire moyen de sa catégorie. Donc ça, c'est réellement nouveau. En face de ça, ça crée forcément une obligation pour l'employeur, l'obligation, notamment dans les offres d'emploi, d'indiquer au candidat le salaire ou la fourchette de salaire préconisée pour cet emploi. Ça peut figurer sur l'offre d'emploi ou bien être communiqué au candidat lors de son entretien. Par ailleurs, vous l'avez peut-être lu, mais l'employeur n'aura plus la possibilité de demander au candidat quel était son salaire dans son emploi précédent ou quel est son salaire actuel. Le but de tout ça, c'est de créer une négociation plus équitable, plus éclairée et plus transparente entre le candidat d'un côté et l'employeur de l'autre côté. L'autre obligation créée pour l'employeur, c'est d'avoir une obligation de transparence sur les critères qui vont être utilisés pour déterminer la rémunération. Donc, à tel niveau d'emploi, quels ont été les critères retenus pour définir les fourchettes de salaire et comment ces salaires vont pouvoir évoluer. Et l'employeur devra donc communiquer à l'ensemble des salariés ces travaux-là, ces travaux RH. Aujourd'hui, ces choses existent souvent, mais elles restent peut-être au niveau RH ou au niveau managérial. Et le but, c'est de le rendre le plus transparent possible dans l'entreprise. Une nouveauté qu'apporte, et c'est très clairement exprimé dans la directive, c'est le fait que la charge de la preuve dans les écarts de salaire va passer du côté de l'employeur. Donc demain, lorsqu'un salarié utilise son droit à l'information et demande à ce qu'on lui communique son positionnement de salaire par rapport à ses homologues dans l'entreprise, s'il constate un écart, charge à l'employeur soit de justifier cet écart, peut-être grâce aux outils RH mis en place, ou en tout cas de pouvoir justifier que l'écart est légitime, soit et ce sera à lui d'apporter les corrections nécessaires de ceci dans un délai de 2 mois. Donc c'était vraiment la charge qui change de camp. C'était au salarié avant de prouver qu'il était discriminé, en quelque sorte, et demain, ce sera à l'employeur de prouver qu'il n'est pas discriminé. Pour aller plus loin sur cette directive, d'autres obligations apparaissent pour l'employeur. Donc, sur la partie différence entre hommes et femmes, il y aura l'obligation demain de rendre public les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour les sociétés
de plus de 250 salariés tous les ans et a priori tous les 3 ans entre 100 et 250 salariés. Pour les entreprises qui auront moins de 100 salariés, la directive ne préconise pas ce type d'obligation. On verra comment ça se passe en droit français, mais en tout cas, ce serait plutôt à partir de 100 salariés. De même pour les écarts de plus de 5% qui devront être rendus publics et proposer des corrections pour les écarts donc supérieurs à 5%. Alors là, on est en train de parler, Émilienne, de la différence de salaire entre les hommes et les femmes, mais on Oui. peut se demander justement si, dans le questionnement qui va être opéré par les salariés, il n'y aura pas justement d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte. Puisque sur certains métiers, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a que des hommes ou que des femmes, mais le droit à l'information portera donc peut-être sur d'autres critères. Et c'est ce qui aujourd'hui est un gros point d'interrogation dans l'application de la directive, parce qu'il va falloir effectivement que les entreprises se préparent à pouvoir communiquer sur différents critères autres que le genre. Il est probable que d'autres informations rentrent certainement en ligne de compte. Oui, tout à fait. Donc, c'est aller plus loin. C'est assez proche de ce qui est proposé aujourd'hui dans l'index EGAPRO, mais la directive propose d'aller plus loin. Alors oui, Sandra, je vois que vous posez une question sur le sujet. Forcément, ce que donne la directive européenne, peut-être qu'en France, il y a déjà l'index EGAPRO qui est déjà sur ce sujet-là, et donc charge aux législateurs français de prendre la recommandation de la directive et d'aller plus loin que ce qu'on a déjà en la matière. Donc c'est ce que dit Christelle, il faut attendre l'application concrète que sera proposée par le législateur français. Après, Sachant que dans d'autres pays européens, il n'y a pas cet EGAPRO, enfin l'index EGAPRO n'existe pas. Alors justement, là sur l'index égalité pro hommes-femmes, il faut savoir que beaucoup d'entreprises sont quand même restées au niveau de la CSP, ce qui permet quand même d'être beaucoup moins précis que ne le serait le droit à l'information dans le cadre de la directive, puisque là, on serait vraiment sur le poste occupé. Et avec toute la difficulté des postes isolés. C'est-à-dire qu'on a parfois des métiers qui ne sont occupés que par une personne au sein de l'entreprise. D'où la complexité de mise en œuvre de la directive aussi sur l'application sur ces métiers-là. Donc je pense que l'index égalité pro, il est peut-être pas aussi précis que et puis je veux dire l'index égalité pro, c'est vraiment la démarche de l'entreprise de le publier. Là, on est dans une démarche où on laisse la possibilité aux collaborateurs d'avoir ce droit à l'information. Donc ça change vraiment le prisme. Et la crainte, j'imagine, des entreprises, c'est vraiment d'avoir un afflux de demandes et de justifications certainement à devoir apporter. Oui. Oui, tu précises, enfin, on le voit un peu plus loin, mais effectivement, la crainte des entreprises, c'est précisément ça, c'est de devoir justifier le moindre écart de salaire. Et c'est en ça que la loi doit aider aussi l'entreprise à se préparer à cet afflux de demandes. Alors, c'est un webinaire participatif. On souhaite interroger les participants qui le désirent sur plusieurs, donc on aura 3 questions de sondage. Vous allez voir apparaître sur votre écran la possibilité de répondre. L'idée, c'est de faire oui/non, de répondre à la question suivante. Est-ce que pour vous, la directive sur la transparence des salaires est-elle une avancée positive ou pas? On peut débattre par la suite. Le sondage s'affiche tout de suite. On vous donne quelques petites secondes pour y répondre. Pour ceux qui ne trouveraient pas le sondage, ça se situe sur la barre du bas sur Livestorm avec un onglet sondage qui est un petit diagramme.
Ok. Donc globalement, la réponse est oui. La réponse à cette première question est oui, la directive, selon vous, est une avancée positive pour les entreprises. Donc c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Et effectivement, faut essayer de le voir comme une opportunité pour l'entreprise d'aller vers plus d'équité, plus d'accès à l'information pour les salariés. Alors, on a une petite question qui nous est posée de la part d'Anthony Pereira qui nous demande s'il n'y a que 2 collaborateurs sur un même poste, serons-nous obligés de communiquer le salaire tout de même ou il y a un minima de collaborateurs à respecter? Alors, On n'a pas encore ce type d'information, en fait. Oui. Ce qu'on a comme information, c'est juste le fait de se dire qu'un salarié en interne est en mesure de demander les salaires pratiqués. Donc, le plus haut, le plus bas et la moyenne. Donc, s'ils sont que 2, effectivement, ça va être vite vu. Mais on n'a pas après de précision sur les exceptions ou voilà. Merci Anthony pour votre question. On passe à l'enquête. Donc cette enquête a été enquête sur la transparence salariale, hein, le titre c'est celui-là. Il a été mené courant mars sur une population d'à peu près 200 entreprises. 65 répondants à cette enquête. 55% sont des fonctions RH, dans entreprise, 31% des CNB. 64% étaient des femmes. Le but de cette enquête, les objectifs de l'étude étaient finalement, ce qu'on a souhaité faire, c'est lancer un peu un point de départ pour faire une étude qu'on mènerait tout au long de l'évolution de la directive et de la loi qui va arriver petit à petit. On voulait faire un état des lieux et savoir d'où on partait, d'où les entreprises partent sur ce sujet de la transparence. On s'aperçoit effectivement que à peu près une entreprise sur 2 n'a pas ou a une politique de transparence des salaires. Donc, que quand même 38,5% s'opposent quelque part à la publication des grilles de salaire. Donc, ça reste très secret, bien gardé par les RH aujourd'hui, mais que par ailleurs, il y a des objectifs en matière de transparence des salaires. Et en numéro 1, ce qui ressort, c'est renforcer la confiance des salariés envers leur entreprise. Donc là-dessus, on se dit qu'il y a des améliorations possibles et que la transparence des salaires va au-delà de l'équité salariale et est vraiment un sujet important et à faire évoluer pour l'entreprise. Si on va sur les résultats de cette enquête, il y avait à peu près une vingtaine de questions en tout dans l'enquête. On en a sélectionné un certain nombre par thème. On a jugé qu'un certain nombre de thèmes étaient intéressants à explorer, et notamment le premier thème, la transparence dans les offres d'emploi, qui est vraiment nouveau et apparaît avec la directive européenne. Et ce que je souhaitais partager aussi comme point, c'est cette question, la réponse à cette question qui peut illustrer cette transparence dans les offres d'emploi. C'est qu'aujourd'hui, donc, on a vu 38% étaient défavorables, donc 62% sont favorables à partager les grilles de salaire. Et en fait, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que quand il y aura une transparence sur les salaires dans les offres d'emploi, ces offres d'emploi, elles sont accessibles à l'ensemble des employés de l'entreprise. Donc, les employés auront aussi accès au salaire de ces offres d'emploi. Et ce sera le point de départ pour eux, pour se comparer à ce qui est proposé à des futurs candidats. Et donc, l'outil grille de salaire va devenir vraiment central et très important, aussi bien à l'extérieur auprès des candidats qu'à l'intérieur de l'entreprise. J'en profite juste pour compléter. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est que donc en dehors de toute réglementation nouvelle, donc sans attendre l'application de la circulaire, on a effectivement un sujet de transparence, puisqu'effectivement, si on fait paraître une annonce avec un salaire plus élevé que ceux pratiqués en interne, on a déjà un souci d'équité et de communication. Donc, en dehors de toute réglementation nouvelle, on a ce sujet, sachant que j'illustre avec quelques chiffres,
c'est que en 5 ans, en fait, le nombre d'annonces qui affichent les salaires a doublé. C'est-à-dire qu'on est à 49,5% des annonces qui affichent les salaires. Alors après, la pratique est assez hétérogène selon les emplois. C'est-à-dire que les emplois les mieux rémunérés, en fait, on a un plus petit pourcentage. On est à 36% des annonces affichant les salaires pour les emplois les mieux rémunérés, quand on est à 56% lorsque on est sur des emplois moins rémunérés. Donc, alors moins ou plus de quoi, enfin bon, voilà, c'est une tendance. Donc ça, c'est sur les annonces au global et c'est lié à une enquête en 2023. En 2024, les recruteurs, donc les professionnels du recrutement, affichent les salaires dans 60% des annonces. Et alors, à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est qu'une étude a été faite sur un panel de 1000 collaborateurs âgés de 18 à 60 ans, hein, sans notion de génération. Et la moitié, en fait, des chercheurs d'emploi, enfin des salariés, ne répondent pas aux offres dont les salaires ne sont pas affichés. Donc voilà, donc c'est une tendance aussi, une évolution en dehors de toute législation qui est assez intéressante. Alors c'est intéressant ce que tu dis Agnès parce que on peut se poser la question de savoir si dorénavant on n'aura pas aussi une meilleure communication de fait sur des postes à plus haute responsabilité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des postes de cadres débutants ou des postes assez standardisés, je dirais, si on prend les métiers des ressources humaines comme le gestionnaire de paye, l'HRBP, là, on a des fourchettes de rémunération. Après, quand on arrive sur des postes de comité de direction, c'est beaucoup moins vrai. Donc, on peut se poser la question de savoir si la transparence de la rémunération, elle va aussi faire passer, enfin vraiment casser des plafonds de verre de la communication que l'on peut faire sur ces sujets-là, y compris au sein de nos propres comités de direction. Complètement. Il y a un petit travail à faire de communication sur le sujet, et notamment La parce communication que ouais. Surtout qu'on a déjà des expériences de lois favorisant la transparence qui a amené en fait un risque inflationniste. C'est-à-dire que on sait très bien lorsqu'il y a eu une parution d'une loi aux États-Unis pour les fonctions de direction, il y a un écart qui était de 1 à 136 entre salariés moyens dans l'entreprise et salariés de la direction, ou plus bas salaire et salariés de la direction, et on est passé de 1 à 380, alors que la loi avait pour but de tasser. En fait, c'était vraiment légiférer pour dire, OK, on peut pas avoir des écarts aussi importants, donc on va effectivement faire une loi de transparence. Et en fait, les directions se sont comparées entre elles. Et donc ça n'a pas été l'objet d'un regard sur l'écart et la honte d'afficher un écart trop important, mais c'était plutôt de dire, si lui il est payé ça, attends, moi je dois aussi être payé ça. Et donc ça a été complètement inflationniste en fait. Donc on peut imaginer que dans la publication de fourchettes à l'emploi, on soit aussi inflationniste, enfin ou qu'en tout cas la transparence salariale amène une certaine envolée pour peut-être ne pas faire de vagues dans l'entreprise, faire comme les autres, sauf que comme les autres, on regarde toujours ceux qui sont mieux payés, on se compare toujours au plus haut. Voilà, donc il y a aussi ce risque. C'est sûr, avoir accès à de l'information, ça crée des nouvelles problématiques au RH, mais pas que, aux directions, je trouve c'est important de le dire, d'anticiper et de bien communiquer sur le sujet. Une deuxième question, vous avez un deuxième sondage qui est apparu dans le blog sondage. Donc, sous la première question, vous pouvez répondre, c'est communiquez-vous sur les salaires. Donc, vous, dans vos entreprises aujourd'hui, à quel point vous communiquez? Alors, c'est pas forcément oui ou non, mais là, l'idée, c'est pour avoir un peu des tendances. Est-ce que aujourd'hui, vous communiquez des fourchettes de salaire dans les offres d'emploi ou non? Je vous donne quelques secondes.
On n'a pas visiblement la tendance du marché, hein, puisqu'on était à 49% sur l'étude 2023. Oui. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, alors là, si on s'en remet au vote, oui, il y a plus de non, effectivement, c'est cohérent. Ben, après, on se prive parfois d'opportunités d'embaucher un profil, enfin, voilà, on n'a pas forcément toujours, comment dire, on peut rencontrer un profil hyper intéressant si on n'a pas affiché de salaire, qui n'aurait pas répondu si on avait affiché des salaires. Voilà, ça, on se prive peut-être d'opportunités d'embauche. Alors, au niveau recrutement, ce serait des choses à tester. Faire la même annonce, enfin 2 fois la même annonce, une avec et une sans salaire, et voir laquelle remporte le plus de candidatures. Je pense que clairement, ce sera à tester parce que aujourd'hui, il y a encore des idées reçues aussi sur le fait de mettre un salaire, va éviter d'avoir des bonnes candidatures, alors que a priori, c'est plutôt l'inverse, comme tu dis, Agnès. Donc, deuxième sujet qui a retenu notre attention, c'est de comprendre les freins et les moteurs des entreprises pour aller vers plus de transparence et plus d'équité salariale. Donc, sur la partie moteur, pour illustrer ce point, la question de l'enquête qu'on a retenue était celle où on demandait à l'ensemble des participants quelles étaient leurs attentes d'une politique de transparence des salaires. Et ce qui ressort en première réponse, c'est de renforcer la confiance des salariés envers la direction et améliorer le climat social. Donc, le premier objectif de cette transparence des salaires, en tout cas du point de vue des entreprises qui ont participé, n'est pas tellement d'arriver tout de suite à une équité, parce que parfois les entreprises ont déjà en plus une politique d'équité, mais c'est bien euh, renforcer la confiance des salariés, donc avoir un meilleur échange, un meilleur dialogue social et plus de compréhension de leur part de comment travaillent les RH et les directions sur cette partie salaire. Et deuxième réponse, améliorer l'équité salariale et réduire les écarts de rémunération liés au genre, évidemment. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas le seul point Mais c'est quand même là où tu qui fait un parlais moteur. d'opportunités. Tu Mm. parlais d'opportunités tout à l'heure et c'est vraiment là où effectivement, quand on parle de confiance, c'est qu'on sait très bien quand c'est un sujet tabou, il y a du fantasme aussi. Donc, au moins pouvoir annoncer des éléments concrets, des bandes salariales argumentées, des écarts justifiés. Ça oblige aussi à communiquer sur qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir évoluer dans une bande salariale. Donc, une précision sur l'évolution des compétences attendues. Donc, ça peut être très, très positif en réalité. Oui. Et le pendant, donc les freins identifiés par les entreprises sur le sujet. Donc la question qui a retenu notre attention est celle des défis et obstacles à l'atteinte de l'égalité salariale. Et là, c'est intéressant de constater que finalement, les habitudes et les stéréotypes, on va dire, ont un peu la peau dure, c'est-à-dire que en dehors de toute politique de transparence, en dehors de toute communication qui peut être faite, il y a quand même le sujet qu'aujourd'hui, les entreprises le constatent, les femmes et les hommes ne négocient pas de la même manière leur salaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire demain? C'est en plus d'apporter plus de transparence à des fins d'équité, c'est aussi accompagner, former et aider hommes et femmes à mieux se positionner, en tout cas à faire évoluer leur carrière et leur salaire sur un pied d'égalité. Donc, c'est que quand voilà, on ne sait pas à quel point c'est vérifié, mais en tout cas, spontanément, c'est ce qui ressort le plus donné comme réponse, le fait que les hommes, a priori, négocient mieux ou plus régulièrement leur salaire que les femmes. Automatiquement, ça crée des écarts de salaire à poste comparable. Ça, c'est de la posture, en fait. Hein. C'est un problème de confiance en soi. Peut-être un travail à faire. Mais je lis
ton titre, le titre de l'enquête. Et en fait, je me dis aussi qu'il y a tout un travail sur la notion, c'est égalité salariale qui est marquée. Donc, Oui. sur cette notion Oui. égalité, équité, en fait, qui est quand même très différente. Et, et je pense qu'il y a un enjeu pour justement pouvoir bien former les partenaires sociaux à cette notion d'équité différente d'égalité, dans le sens où les salariés de l'entreprise attendent de la différenciation. Il y a un tiers des salariés qui quittent leur entreprise par manque de reconnaissance. Donc, dans la reconnaissance, il y a la reconnaissance au sens large du management, mais il y a aussi cette reconnaissance de leurs compétences, de leurs performances, donc la différenciation qu'ils peuvent attendre. Et si on n'a que des politiques égalitaires, on va pas répondre à ce besoin de reconnaissance et donc ce besoin d'être différencié. Donc, il y a toute cette notion équité, égalité qui implique, je pense, tout un dialogue avec les partenaires sociaux, l'information auprès des salariés, de la formation au niveau managérial pour être bien au clair sur ce qu'on entend entre équité, égalité, égalité de traitement et équité salariale. Voilà. Mhm. Christelle, peut-être un mot à ajouter. Il y a la question de Sandra aussi sur est-ce la fin des augmentations individuelles? Je pense qu'Agnès, tu as répondu en partie. Sur la notion équité-égalité, je rejoins tout à fait Agnès. Je pense que beaucoup d'entreprises perçoivent quand même la transparence comme étant finalement la simple explication des critères et des processus. Et c'est pas du tout ce qui correspond aux attentes des salariés qui, eux, veulent avoir des informations concrètes. Donc, il faudra effectivement bien préciser au sein de chaque entreprise le niveau de communication qui sera fait. Et sur quel type de données et sur quel type de critères, parce qu'on parle beaucoup aussi de la différence homme-femme, et je l'évoquais tout à l'heure, peut-être que d'autres critères entreront en ligne également. Concernant la question de Sandra Tavra là sur la fin des augmentations individuelles, est-ce que c'est la fin des augmentations individuelles? Non, je ne pense pas. Je pense que l'augmentation individuelle, beaucoup d'entreprises ont rêvé de pouvoir justement l'appliquer à l'ensemble des salariés, parce que on connaît le biais des augmentations générales. Les augmentations générales, finalement, ne permettent pas de pouvoir accompagner d'un point de vue du salaire des salariés qui se distingueraient dans leur poste, et en même temps on octroie des augmentations à des salariés qui ne s'investissent pas forcément non plus dans leur métier. Donc il a été une époque où les augmentations individuelles ont pris une place très importante. On en est revenu avec l'inflation, c'est vrai, mais l'inflation est en train de baisser. Je pense que les augmentations individuelles ont toujours leur place, et auront d'autant plus leur place qu'elles maintenant elles vont devoir pouvoir être expliquées aux collaborateurs sur les motivations, les motifs qui créent cette évolution. Quand vous voulez faire une différence de salaire entre deux personnes, il y a aussi le sujet de l'histoire, de l'accompagnement de chaque personne qui va aussi rentrer en ligne de compte. Et là, je pense que beaucoup de compagnies vont peut-être aussi avoir le souhait de faire appel à des éditeurs, à des systèmes d'information qui vont pouvoir permettre de combiner différents types d'informations, parce que là, actuellement, je pense que 2 ans, c'est très court. On va sans doute fonctionner essentiellement avec des macros Excel pour mettre en correspondance une histoire, pour mettre en correspondance une évaluation de compétences, par exemple, une promotion liée à une évaluation de compétences, croisée avec le genre, croisée avec une seniorité. Enfin voilà, c'est vrai que ça paraît un peu vertigineux là quand on pense à toutes les informations qui pourraient être croisées, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit la fin des augmentations individuelles pour autant.
Alors, je complète parce que je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment les augmentations générales, elles ne satisfont personne, en fait, à part lors de la négociation, mais ça ne compte pas, tout le monde l'a eu, en fait. C'est ce que le salarié répond. Donc maintenant, moi, à combien j'ai droit, parce que voilà, moi j'ai vraiment évolué différemment. Voilà, donc l'augmentation générale, c'est vraiment la couverture enfin, le maintien d'un pouvoir d'achat dans une période d'inflation. C'est le résultat d'une négociation avec les organisations syndicales, mais elle n'apporte pas de sentiment de reconnaissance et donc pas de satisfaction au niveau des collaborateurs. Donc c'est hyper important de ne pas se dire que la transparence qui va devoir faire qu'on justifie les écarts de rémunération ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des écarts. Au contraire, puisque les écarts permettent de reconnaître en fait chacun par rapport à sa valeur ou chaque emploi par rapport à son apport dans une stratégie d'entreprise. Ce que ça veut dire, la transparence salariale, c'est qu'on est capable d'expliquer, de justifier. Donc, il existe une cohérence dans les pratiques et une cohérence par rapport aussi à un marché. Voilà. Donc, c'est pas du tout. Voilà. C'est pour ça que on parle d'équité, pas d'égalité. Voilà. Transition parfaite pour la question d'après, en tout cas la thématique d'après, qui était les attentes des salariés. Alors attention, ce ne sont pas les attentes des salariés exprimées directement par les salariés, on aura l'occasion de le faire ultérieurement, mais c'est les attentes des salariés telles que le voient les RH. Mais ça correspond, c'est correct à ce que vous disiez, c'est que dans un premier temps, les salariés veulent comprendre, avoir une compréhension plus claire de leur salaire et des facteurs qui influencent les augmentations et les promotions. Donc, c'est pas tellement de dire je suis moins payé que lui, c'est juste avoir une compréhension, donc avoir une formation sur le sujet qui sinon reste toujours du côté des RH. Donc c'est ce point sur les attentes de salariés qui ressort en priorité. Et l'assurance que l'entreprise suit les meilleures pratiques du marché, quelque part, quand on a une bonne compréhension en tant que salarié, on fait confiance. Et puis, on peut échanger avec des collègues, avec des amis. Mais le premier point, c'est bel et bien l'accès à Oui. l'info, la compréhension. Ça va avec la confiance, en fait, qui était une des attentes au niveau direction, c'est de se dire que, ok, ben, on se fait confiance parce que je sais, j'ai compris maintenant, je sais que je suis rémunérée au bon prix par rapport au marché, par rapport aux autres qui occupent le même emploi. Voilà, je comprends et je sais éventuellement, ce qui est pas mal, c'est que ça peut aussi apporter des perspectives. C'est je sais ce qu'il faut faire pour évoluer dans une bande salariale ou éventuellement pour accéder à un meilleur salaire, il faut que j'aille vers tel emploi et donc pour tel emploi, c'est telle compétence. Voilà, ça peut apporter quand même beaucoup de perspectives et du coup d'implication, d'engagement. Je trouve que c'est plutôt positif. Exactement. Et par rapport à l'obligation, ou en tout cas le droit et l'obligation de l'entreprise, le droit aux salariés apporté par la directive européenne d'aller demander des explications sur les écarts de salaire. S'il y a une communication qui est faite dès le départ sur les grilles, les critères qui permettent d'évoluer, les questions n'arriveront pas, tout simplement. Il n'y aura pas besoin d'aller se justifier vu qu'ils auront tous les éléments de compréhension dès le départ. Troisième question du sondage que vous retrouvez dans le blog sondage actuellement. Pour arriver à ce niveau d'information et à ce degré de transparence auprès des salariés, on a besoin du soutien de la direction générale. Euh, c'est un prérequis. Dans vos entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, les directions générales se montrent impliquées sur ce sujet, où il y a encore un travail d'aller les convaincre, d'aller les embarquer sur le sujet à faire? On se laisse quelques minutes, quelques secondes. Ça a l'air vraiment partagé. Le suspense reste entier.
C'est compliqué parce que les directions générales, elles aiment pas quand ça fait des vagues. Donc, il faut effectivement être prêt à communiquer, mais communiquer des choses qui ne font pas de vagues. Pour pas faire de vagues, souvent, il faut faire pareil qu'ailleurs, sauf que ailleurs, il faut un budget, enfin parfois pour s'aligner. Donc, le sujet est complexe, je pense. Bon, les réponses sont assez équilibrées. Le non prend un tout petit peu l'avantage. Ils sont pas encore impliqués, en fait, peut-être. Pas encore Ben, impliqués, tout à fait. je pense que c'est là où on voit que notre rôle, il est quand même fondamental parce que c'est bien à nous, Campenben et en binôme avec notre DRH, d'aller porter ce sujet auprès de la direction pour en montrer justement les tenants et les aboutissants. Parce que ça peut être le terreau d'un climat social dégradé, hein, puisque tout le monde va en parler de ce sujet, puisque tout le monde sera concerné, quelle que soit l'entreprise où il travaille. Et donc, une direction générale peut ne pas se sentir concernée dans le sens où généralement ben voilà, les personnes sont en place, elles interagissent depuis un certain temps ensemble et ce qu'il faut surtout pas tomber, c'est dans le piège où on considérait que ben voilà, c'est un sujet uniquement RH et c'est au RRH d'aller porter ce sujet. Ce serait commettre une erreur parce que il faut au contraire que la direction s'empare du sujet parce que c'est probablement aussi l'occasion d'aller pousser la formation qui est faite auprès des managers sur les sujets liés à la rémunération, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. On voit toutes les difficultés que les managers ont parfois à communiquer sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, on s'en rend d'autant plus compte que souvent les questions nous reviennent par le biais justement des partenaires sociaux. Donc, il y a vraiment besoin de préparer ce sujet et de l'accompagner auprès de notre direction. Donc c'est tout à fait, Christelle, ça va dans le sens du rôle du management et des managers et de la direction sur le sujet de la transparence. La question qui illustre l'état des lieux sur le sujet est la suivante. On a demandé aux répondants, enfin aux participants, de donner leur réponse sur quelles sont les communications qui sont proposées aux salariés sur le sujet de la rémunération. Et en fait, comment lire cette réponse? C'est que finalement, on n'a que une entreprise sur 4 qui communique dès l'embauche. Donc, c'est pas encore assez. Une entreprise, c'est une question à choix multiple. Une entreprise sur 4 également qui communique en entretien annuel euh, les sujets sur les sujets de rémunération. Et seulement 9%, donc un peu moins d'une entreprise sur 10, qui donne de manière globale accès aux grilles de salaire. Donc, il y a un chemin encore à parcourir pour arriver à une communication plus importante et plus de transparence à l'amélioration. Et on sait que c'est bien le manager, enfin, le management qui sera au cœur du sujet. C'est le relais entre la direction et le salarié. Et donc, la direction doit donner son go quelque part. Les managers doivent être formés et armés pour aller parler rémunération, qui est loin d'être un sujet simple. Ça représente assez bien, effectivement, chez nos clients, l'état des lieux. C'est-à-dire qu'on a vraiment un pourcentage plus petit d'entreprises qui semblent vraiment prêtes, qui ont déjà un mode de fonctionnement et des pratiques équitables, argumentées, partagées. Mais ça, c'est encore un petit pourcentage. Et puis on a des entreprises qui font l'effort d'avoir formé les managers au management des rémunérations, donc avec un discours sur l'équité, qu'est-ce que rémunère une augmentation de salaire, qu'est-ce que rémunère une prime, etc. Les entreprises qui ont réellement des évaluations de compétences et de performance aussi argumentées, mais c'est pas non plus toutes. Enfin voilà, c'est vraiment. On peut pas dire que toutes les entreprises nous semblent prêtes.
Je pense que tu as raison, Agnès, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes parce que on sort à peine d'une période qui a quand même été très mouvementée, hein. Les 4 dernières années ont quand même été, pour l'ensemble des équipes ressources humaines, assez chargées, hein. On vient à peine d'avoir une autre directive qui nous est tombée entre guillemets dessus sur l'octroi des congés. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que, en fait, on doit sans arrêt faire face à une évolution, à une amélioration de nos systèmes, de la façon dont on forme et la façon dont on accompagne le management. Et on sent que il y a des terrains de jeu là qui vont s'ouvrir, et y compris même au sein des ressources humaines d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'avec l'index égalité homme-femme et le rapport égalité homme-femme, on avait avancé sur certains sujets. Demain, on peut tout à fait envisager d'avoir beaucoup plus d'informations sur les promotions, sur l'évaluation des compétences. Quand je parle d'évaluation des compétences, c'est pas juste dire à quelqu'un tu es à tel niveau d'attendu sur ton poste, c'est vraiment de noter ces différentes compétences pour avoir un éclairage sur l'éventuelle augmentation qui pourrait être donnée. Et donc, on va peut-être aussi être amené à ouvrir davantage le sujet de la rémunération, qui jusqu'à présent était un peu considéré comme un sujet très confidentiel, très tabou. On mettait en avant la RGPD, et ça arrangeait bien certains Compenben et certaines directions des ressources humaines de ne pas avoir à expliquer et justifier le positionnement salarial, parce que on va se dire, on va se parler vrai, hein, même quand on a des politiques de rémunération qui sont extrêmement standardisées, on sait que effectivement il y a toujours des exceptions à la règle qui sont amenées à être gérées, et donc ça va nous amener là à être beaucoup plus attentifs à ces sujets-là, et peut-être faire voilà, peut-être que demain le sujet de la REM sera ouvert à tous, je ne sais pas, c'est une question qu'on peut se poser. Et ça rejoint ce que tu dis, ça rejoint ce que disait enfin, l'un d'entre vous quand on parlait des offres d'emploi. Et c'est vrai, quand on affiche des fourchettes sur une offre, quelqu'un disait dans la conversation, attention, parce que tout le monde a tendance à se positionner en haut. Et donc, ça va être pareil dans une entreprise. Si on n'explique pas à quelqu'un ce que les exigences qu'on a pour être senior dans l'emploi, le collaborateur il se pense senior dans l'emploi. Donc cette capacité à apprécier, à accompagner ses collaborateurs, les faire grandir dans un emploi, mais aussi à avoir un niveau d'exigence et savoir dire aussi quand on n'y est pas. Voilà, ça aussi, c'est un vrai travail managérial et des compétences managériales qui sont à développer ou en tout cas à consolider. C'est un axe qui est très important. Il va falloir vraiment qu'on mette les bouchées doubles, parce qu'aujourd'hui, même lorsque on est amené à communiquer sur une augmentation, donc on est dans une communication positive. Moi, j'ai vu des managers mettre un courrier sur le bureau de leurs collaborateurs, point barre, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un énorme pas à franchir sur la communication déjà managériale. Alors, qui plus est, quand il va falloir expliquer le pourquoi il n'y a pas d'augmentation, ça, je suis persuadée que la plupart des managers ne le font pas. Et quand il va falloir maintenant justifier, c'est que là, il y a un grand fossé à franchir. Là, on sent que ça... les directions des ressources humaines, elles vont être challengées, hein. Et elles vont être challengées pas simplement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, parce que je prends donc la question de Romuald Timon, qui nous pose la question de savoir si finalement ça va pas aussi créer des tensions sur le marché entre des sociétés qui appartiendraient à un même secteur d'activité, mais qui proposeraient, j'imagine, des fourchettes qui ne sont pas les mêmes que d'autres, et qui donc amèneraient un turnover qui n'existait peut-être pas précédemment,
C'est sans doute vrai parce que les salariés vont regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais de fait vont aussi regarder au travers des annonces ce qui se passe à l'extérieur. Et le risque de tout ça, c'est effectivement le côté inflationniste. Ne faut-il pas prévoir des budgets dédiés à cette directive pour retenir des talents, par exemple? C'est sans doute un des axes de réflexion qu'il faudra également pousser. Merci Christelle. Il nous reste 10 petites minutes pour terminer. Donc, dernière thématique sur laquelle on voulait dire quelque chose, et vous l'avez abordé, c'est finalement le lien entre cette transparence des salaires et le job adding et le travail de peser des postes, qui est un outil RH qui va s'avérer hyper intéressant et hyper puissant, si je puis dire, dans le travail sur la transparence des salaires, parce que c'est d'une manière objective de classer tous les postes de l'entreprise et derrière de coller une grille de salaire. Alors, c'est pas une grille de salaire au sens un salaire pour un poste, mais c'est d'avoir une approche par l'évaluation de chacun des postes et mettre des fourchettes de salaire derrière. Donc ce travail de job grading peut beaucoup aider dans la politique de transparence des salaires et de recherche d'équité. Dernière question de l'enquête que je commenterai aujourd'hui, c'est quelles mesures principales sont conduites si des écarts de salaire sont constatés. Donc finalement, ce qui ressort principalement, 45 réponses pour des réajustements salariaux ciblés. Donc c'est du chirurgical, mais lié à l'écart constaté. Ça remet pas en question toute la grille. Donc on corrige un écart, mais ça peut en créer un autre à côté. Voilà. À un moment, il faut quand même prendre de la hauteur et revoir toute sa politique salariale. Si vous voulez commenter. Juste ce que tu disais, c'est vrai que la méthode de peser des postes, c'est important pour effectivement toujours argumenter en fait des fourchettes différentes de salaire d'un emploi à un autre, et ça s'accompagne forcément d'une lecture de ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire que pour créer en fait on peut imaginer dans une entreprise que deux emplois soient cotés à l'identique, valent et la même valeur, mais sur le marché, dû à la rareté ou complexité de compétences, il y en a un qui peut avoir des fourchettes différentes. Donc c'est peser plus positionnement marché qui permettent effectivement d'avoir des choses cohérentes. Et sur la méthodologie de peser, c'est vrai que nous on privilégie des méthodes de peser qui soient partagées, dans le sens où il y a une appropriation de l'entreprise par rapport à la méthodologie de peser possible, de manière à ce que les managers justement soient à l'aise dans le fait de s'appuyer sur des fourchettes de salaire qui existent pour les emplois dans l'entreprise, parce qu'ils ont compris et qu'ils ont adhéré à la méthodologie qui a servi en fait ça, donc à la méthode choisie de peser. Voilà, donc c'est tout ce que je laisse Christelle si elle veut ajouter quelque chose. Il me semble que dans l'étude, et c'est un chiffre qui m'avait surpris, on avait constaté qu'il n'y avait qu'une entreprise sur trois qui avait ce système de pesée de poste. C'est sûr que la pesée de poste, c'est quand même un outil, une boîte à outils pour gérer des fourchettes de rémunération qui vont au-delà des conventions collectives, parce que les conventions collectives sont quand même assez, parfois d'ailleurs datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Dans la façon dont elles sont mises en œuvre, et donc il faut aller au-delà de ces classifications, et pour ça la pesée de poste apporte un éclairage et un outil qui pour moi est fondamental aux entreprises. Peut-être que la loi sur la transparence salariale poussera en fait la révision aussi des classifications, comme ça a été, la revue de la métallurgie n'est pas liée à la loi, mais j'allais dire, il n'y a pas que la métallurgie, il y a plusieurs conventions collectives qui, à leur niveau, revoient leur manière de classer les postes. Et c'est plutôt moderniser les choses et aller vers quelque chose de partagé qui puisse être davantage partagé par l'ensemble des entreprises.
Après, on sait que parfois, du coup, les collaborateurs peuvent être mis au chausse-pied dans un COEF de convention collective. Voilà. Ouais. Sur les minima, oui, c'est ce qui arrive aussi. Ok, on a fait le tour sur nos thématiques. On va arriver aux conclusions et recommandations. Rapide passage sur ce qu'on propose chez Fairway. Alors, attends, Émilienne, juste, il y a une question de Romuald qui Oui, vient d'arriver. C'est juste, c'est sur quelle zone géographique? Donc là, on est au niveau européen, hein, donc puisque c'est une directive européenne, hein, qui vient s'appliquer au périmètre France. Donc, pour moi, on n'est pas au niveau monde, hein. a J'espère avoir pu priori, répondre à la question. a priori, oui. Donc chez Fairway, ce qu'on propose, c'est un pool d'outils dédiés au pilotage de l'amélioration, donc des données de benchmark, un outil pour piloter l'équité interne entre équipes, à postes comparables, un outil de gestion des variables. Donc, l'enquête qu'on avait faite avait été voilà, pour illustrer un peu ce qui se passait et auprès de nos clients, notamment utilisateurs de ces outils. Enfin, sur les conclusions et recommandations, donc pour conclure, ce qu'on propose, c'est que chacune d'entre nous puisse vous donner une recommandation synthétique par rapport à cette directive. Ce que je dirais de mon point de vue, c'est justement de ne pas attendre que la directive soit transposée en droit français pour commencer à étudier où vous en êtes chacun en matière d'équité d'entreprise, donc faire toutes les analyses nécessaires, et surtout lancer une politique d'accès à l'information au-delà de la transparence salariale, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, d'entreprise, j'ai envie de communiquer, comment, qui va le faire, et c'est organiser tout cet accès à l'information qui paraît essentiel pour justement le jour où la loi en France sera applicable, finalement, vous soyez déjà complètement prêt. Voilà ce que je donnerais Pour de mon compléter côté. les propos d'Émilienne, je pense que on est juste avant l'été. On sait pertinemment que beaucoup d'entreprises construisent leur budget au retour de l'été, hein. Donc dès mi-août, tout le monde travaille sur les budgets. Il est fort probable que ce sujet, au-delà de nous-mêmes, fasse écho auprès de nos partenaires sociaux. On peut tout à fait envisager que ce soit un sujet qui soit abordé dans le cadre des NAO. Donc moi, j'invite vivement les entreprises aussi à réfléchir à peut-être un budget spécifique qui permettrait de pouvoir justement traiter des cas vraiment critiques de différence de rémunération, et cela au-delà du genre. Voilà, ma petite préconisation du jour. Ok, à mon tour. Alors moi, je me souviens plus, Christelle. On en a parlé hier. Je sais plus ce que j'avais recommandé, mais je vais le faire en direct. En fait, je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité. En fait, même si c'est une contrainte et elle est énorme et l'ampleur de la tâche est grande, mais en réalité, c'est vraiment l'opportunité de mettre en place une stratégie de rémunération qui soit équitable et qui fasse grandir en fait managers, collaborateurs, partenaires sociaux, voilà, par rapport à des attentes et puis la valeur de ces attentes. Hein, quand on attend qu'on a un niveau d'exigence par rapport à des missions, la mission a une valeur et puis on est aussi bien payé en interne que dans une autre entreprise. L'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Enfin voilà, que ça puisse être vu comme une opportunité et plus de sérénité plutôt que de toujours penser que les autres c'est mieux et qu'on fantasme. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin, Agnès, il est midi. Il Euh, y a une dernière petite question. Je pense que c'est pour toi, Emilienne. oui, Anthony Perra, question. On devra répondre aux collaborateurs dès 2026 ou 2027. A priori, oui. Donc, dès que la directive sera transposée, il faudra pouvoir répondre aux salariés
ce qui sera proposé par la loi. Là, on parle de dès lors qu'il y aura 5% d'écart de salaire pour apporter une justification. Voilà, ce sera normalement effectif 2027 plutôt que 2026. La France avait dit qu'ils essaieraient d'être plus tôt que ce que préconise la loi, mais vu comment les choses évoluent, paysage politique, disons 2027. Il y a aussi une question sur le nombre d'entreprises dans le benchmark Fairway. Je pense que vous parlez plus en nombre de salariés qu'en nombre d'entreprises, en fait. Oui, sur Fairway ou sur l'enquête? Sur l'enquête, il y a 65 répondants. Et sur le benchmark Fairway, donc l'outil d'accès aux données, on a 1500 entreprises à l'intérieur, tout secteur d'activité, voilà, à peu près sur tout le territoire français et en Europe également. Alors, on nous demande également de savoir si les comparaisons doivent avoir lieu entre différents pays européens au sein d'un même groupe, ou bien est-ce qu'on doit simplement se concentrer sur le périmètre d'un pays? Peut-être, en tout Ok, cas, alors, enfin, je vais tenter de répondre et puis tu compléteras, Emilienne, mais les pratiques de rémunération, elles sont quand même locales, c'est-à-dire que même quand on crée des fourchettes pour une société française, s'il y a plusieurs sites, on va quand même tenir compte des coûts de la vie, en fait. Et donc, ce sera vrai aussi au niveau européen. Et ensuite, il y a un second point, c'est que les pratiques en matière de package aussi sont différentes selon les cultures. Donc voilà, donc on sera quand même sur une application française, même si on a une recherche d'équité globale. tout à fait. On a dépassé de 2 petites minutes, donc on vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez bien entendu le replay et puis d'autres webinaires à suivre sur des sujets aussi intéressants. Merci à tous. Très Merci, bonne passez une bonne journée. Merci. journée. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.